C'était une visite attendue depuis 4 ans. Le président russe Vladimir Poutine est en Inde ces jeudi et vendredi 4 et 5 décembre pour rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi. Les deux dirigeants prévoient de discuter de leur partenariat stratégique. Historiquement, les deux pays sont liés par l'armement, mais depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en février 2022, ils ont développé aussi un lien énergétique qui est devenu central. Alors que faut-il savoir de cette alliance Russie-Inde et comment les Occidentaux et notamment les États-Unis perçoivent cette rencontre? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Il ne s'était pas rendu en Inde depuis 2021, Vladimir Poutine est donc arrivé ce jeudi à New Delhi, la capitale indienne, pour une visite officielle de 2 jours, les 4 et 5 décembre, à l'occasion du 23e sommet Russie-Inde. Mais alors avant de nous intéresser aux discussions prévues lors de ce sommet, quels sont les liens entre l'Inde et la Russie? Eh bien, depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, l'URSS puis la Russie ont toujours été des alliés très proches du pays, surtout pour tout ce qui concerne l'armement. Pendant longtemps, l'Inde a acheté presque tout son équipement militaire à la Russie, que ce soit des missiles, des avions, des tanks ou encore des porte-avions. Entre 2010 et 2014, environ 70% des armes importées par l'Inde venaient de Russie, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Mais ces dernières années, l'Inde a commencé à diversifier ses achats, elle achète moins à la Russie et davantage aux États-Unis, à Israël et à la France, notamment les avions Rafale. Pour vous donner une idée, dans la période 2020-2024, la Russie représentait 36% des importations d'armement de l'Inde, contre 55% entre 2015 et 2019. Malgré ça, la Russie reste un partenaire important. Par exemple, la majorité des avions de chasse indiens sont des Sukhoi fabriqués localement grâce à une licence russe. Les deux pays ont aussi développé ensemble le missile supersonique BrahMos, Bra pour le Brahmapoutre, un fleuve majeur du nord-est de l'Inde, et Mos pour la Moskova, la rivière qui traverse Moscou. Politiquement, Narendra Modi continue d'être très proche de la Russie. Par exemple, il n'a jamais condamné l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, et même lors de sa visite en Russie en juillet 2024, le lendemain d'un bombardement russe d'un hôpital pour enfants à Kiev, la capitale ukrainienne, il n'a rien dit de critique, allant même jusqu'à qualifier Vladimir Poutine d'ami. Bref, ça c'est donc pour leur relation, mais alors de quoi vont-ils parler lors de ce sommet? Le premier sujet, c'est donc l'armement et la défense. Selon le journal indépendant de Moscow Times, qui cite l'agence Bloomberg, l'Inde prévoit d'ouvrir des discussions pour acheter de nouveaux équipements militaires avancés, notamment des avions de chasse Sukhoi Su-57 et des systèmes de défense aérienne S-500. L'Inde utilise déjà plus de 200 avions de combat russes et plusieurs batteries de systèmes de défense antiaérienne et antimissiles S-400. Le deuxième sujet, j'en parlais brièvement dans l'introduction, il concerne l'énergie et plus précisément le pétrole. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant février 2022, l'Inde achetait très peu de pétrole à la Russie, mais quand le G7, donc un groupe de discussion et de partenariat économique des 7 plus grandes puissances mondiales et l'UE ont imposé des sanctions à la Russie, les prix du pétrole russe ont chuté, le rendant très attractif pour l'Inde, qui en a profité massivement. En quelques mois, le pétrole russe est passé de 2% à 33% de ses importations, ce qui a fait exploser le commerce entre les deux pays, de 13 milliards de dollars en 2021-2022 à 68 milliards de dollars en 2024-2025. Mais cette stratégie est aujourd'hui fragilisée car les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre les géants russes Rosneft et Lukoil, ce qui a poussé plusieurs entreprises indiennes à arrêter complètement d'acheter du pétrole russe. Depuis l'entrée en vigueur de ces sanctions fin novembre, les importations indiennes ont chuté d'environ 30% et la Russie, qui a absolument besoin de vendre son pétrole pour financer son économie et la guerre en Ukraine, cherche désormais des moyens de contourner ces sanctions. C'est donc aussi tout l'intérêt de cette visite de Vladimir Poutine en Inde, qui vient accompagner des patrons de Rosneft notamment pour essayer de sécuriser de nouveaux accords. Le truc, c'est que ces discussions risquent de ne pas plaire au président des États-Unis Donald Trump. Cet été, il a déjà augmenté les droits de douane sur les produits indiens pour forcer l'Inde à réduire ses achats de pétrole russe, et la pression pourrait encore monter d'un cran puisqu'une nouvelle loi américaine en préparation, le Sanctioning Russia Act, prévoit des taxes gigantesques allant jusqu'à 500% contre les pays qui continuent d'acheter de l'énergie russe. Le troisième volet de cette rencontre concerne le commerce. Je le disais juste avant, l'Inde importe massivement du pétrole, du gaz et des armes russes, mais exporte très peu vers la Russie. Le déficit commercial, donc la différence entre la valeur totale des importations et celle des exportations, est devenu immense. L'Inde veut donc rééquilibrer cette relation, notamment dans les secteurs pharmaceutiques, agricoles, technologiques ou automobiles. L'objectif est de passer d'une relation Inde qui achète, Russie qui vend, à un partenariat plus équilibré. De son côté, la Russie a besoin de diversifier ses partenaires économiques pour contourner l'isolement occidental et trouver des investissements étrangers. Enfin, diplomatiquement, cette visite, c'est une image forte. Je le disais, la Russie est sous sanctions occidentales et isolée depuis l'invasion de l'Ukraine. La présence de Vladimir Poutine à New Delhi rappelle donc que la Russie conserve des partenaires clés, dont l'Inde, qui refuse de s'aligner sur les positions des États-Unis ou de l'Europe. La Russie cherche aussi à éviter d'être
perçue comme trop dépendante de la Chine, le partenariat avec l'Inde est donc crucial pour diversifier ses alliances en Asie. Et puis pour le Premier ministre indien Narendra Modi, accueillir Vladimir Poutine n'est pas anodin. Il montre que l'Inde continue d'assumer son autonomie stratégique, même si ça peut potentiellement irriter les États-Unis. Voilà pour ce sujet, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus, et je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le journaliste français Christophe Glaise a été condamné ce mercredi en appel à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme par la justice algérienne. Le collaborateur de SoFoot et Society, emprisonné depuis juin, était en Algérie en mai 2024 pour enquêter sur le club de football le plus titré du pays, la Jeunesse sportive de Kabylie, basé à Tizi Ouzou, à 100 km à l'est de la capitale algérienne, Alger. En fait, la justice lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant du club de la JS Kabylie, également responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est considéré comme terroriste par les autorités algériennes. Alors, suite à cette condamnation, Emmanuel Macron a fait part ce jeudi, je cite, de sa profonde inquiétude. Il s'est engagé à continuer d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir la libération du journaliste français et son retour dans les plus brefs délais. Le président de la République s'est d'ailleurs dit disponible pour échanger avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune et permettre, je cite, d'obtenir des résultats et d'avancer, mais cet échange n'a pas encore eu lieu. On suivra ça. Deuxième actu, en France, la quasi-totalité des eaux est contaminée par le TFA, un polluant éternel de la famille des PFAS, selon un nouveau rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Au total, l'agence a étudié 647 échantillons d'eau brute, donc celle qui provient des rivières, des mares, des lacs ou des puits, et 627 échantillons d'eau du robinet qui est distribuée partout en France métropolitaine comme en Outre-mer. Les résultats ont donc confirmé les alertes déjà lancées par des chercheurs et des associations environnementales en France et à l'étranger. Cependant, les échantillons observés par l'ANSES sont inférieurs au seuil fixé par la Direction générale de la santé en France, ce qui écarte un risque sanitaire immédiat. Mais il faut tout de même noter que cette limite n'a aucune valeur normative, faute de règles claires en Europe, donc elle ne garantit pas la non-nocivité du TFA. En parallèle, le réseau d'action contre les pesticides, PAN Europe, a révélé que les aliments à base de céréales, comme le pain, les pâtes ou les céréales du petit-déjeuner, sont massivement contaminés par ce polluant dans une étude publiée ce jeudi. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, un accord a été trouvé dans la nuit de mercredi à jeudi pour encadrer le développement des plantes issues des nouvelles techniques génomiques, les NGT, dans l'agriculture au sein de l'Union européenne. Alors là, ce sont des mots un peu compliqués, mais pour faire simple, c'est un procédé scientifique qui permet de modifier génétiquement un organisme sans introduire d'ADN étranger, contrairement aux OGM. Cette technique, qui est soutenue par les gros syndicats agricoles, elle permet de cultiver des plantes plus résistantes aux aléas climatiques et moins gourmandes en engrais. Ce compromis, qui a été trouvé entre le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne, a aussi permis d'assouplir les règles déjà en vigueur pour une partie des NGT qui seront désormais considérées comme des variétés conventionnelles. Celles résistantes aux herbicides ou produisant des insecticides ne seront pas autorisées sur le marché et dans l'agriculture biologique, aucune NGT ne sera autorisée. Les organisations agricoles comme COPA-COGECA réclamaient une simplification des règles pour que l'Europe reste compétitive face aux États-Unis et à la Chine qui autorisent déjà les NGT. En revanche, certaines ONG ainsi que le secteur de l'agriculture biologique ont dénoncé une évolution dangereuse qui pourrait faire, je cite, courir des risques majeurs pour notre agriculture et notre alimentation, comme l'a souligné l'ONG Polinis. Quatrième actu, des responsables civils libanais et israéliens ont participé ce mercredi à une réunion de l'organisme de surveillance du cessez-le-feu dans le sud du Liban. C'est assez majeur car ce sont les premières discussions directes depuis plus de 40 ans entre les deux pays qui sont toujours officiellement en guerre. Le premier ministre libanais Nawaf Salam a précisé que ces discussions n'étaient pas, je cite, des négociations de paix. Cette rencontre s'est tenue alors qu'Israël menace d'une escalade au Liban où l'armée israélienne continue de viser le Hezbollah, un mouvement islamiste libanais considéré comme terroriste par de nombreux pays, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur il y a un an. Israël accuse le Hezbollah, qui est par ailleurs allié de l'Iran, l'ennemi juré d'Israël, de se réarmer. A noter que des discussions ont également eu lieu entre l'émissaire américain Morgan Ortagus avec des responsables israéliens, dont le ministre des Affaires étrangères, qui a affirmé sur X que le désarmement du Hezbollah est crucial pour l'avenir du Liban et la sécurité d'Israël. Cinquième actu, les droits des enfants hospitalisés en psychiatrie sont gravement bafoués selon la contrôleure des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau. Dans un rapport, elle dénonce l'usage massif et injustifié de l'isolement et de la contention, c'est-à-dire le fait d'empêcher physiquement un patient de bouger, même pour des enfants en soins libres, qui sont donc hospitalisés à la demande d'un tiers ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le rapport pointe aussi un délabrement de certains services hospitaliers, des équipes surchargées et
insuffisamment formés. Alors face à cette situation, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté a appelé notamment à créer un statut de mineur hospitalisé en psychiatrie et à interdire expressément l'isolement et la contention des mineurs. En 2023, 52 000 enfants âgés de 4 à 17 ans étaient hospitalisés en psychiatrie selon l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Sixième actu, des capteurs de glycémie utilisés par des patients diabétiques ont été massivement rappelés dans 17 pays, dont la France, à cause d'une malfonction qui aurait causé la mort de 7 personnes et serait à l'origine de 736 incidents graves, selon la société pharmaceutique américaine Abbott qui les commercialise. Alors les capteurs de glycémie, ce sont des petits appareils médicaux qui sont placés sous la peau, souvent dans le bras, et qui permettent de mesurer en continu le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, sans avoir besoin de se piquer le doigt plusieurs fois par jour. Là, en l'occurrence, ça concerne les capteurs Freestyle Libre 3 et Freestyle Libre 3 Plus. Les dispositifs défectueux sont liés à une seule chaîne de production, selon l'entreprise qui a alerté les autorités sanitaires des pays dans lesquels ils ont été commercialisés. En tout cas, rien qu'aux États-Unis, environ 3 millions de capteurs défectueux auraient été distribués selon Abbott. Et enfin, on termine avec cette actu et c'est une bonne nouvelle pour le bien-être animal, la présence de fourrure animale ne sera plus autorisée dans les défilés et événements officiels de la Fashion Week de New York dès septembre 2026. C'est ce qu'a annoncé le Conseil des créateurs de mode américain ce mercredi. Concrètement, le Conseil ne fera plus la promotion de la fourrure animale lors des événements qui figurent au programme officiel de la Fashion Week de New York, y compris sur ses réseaux sociaux et sur son site internet. Selon son président, cette mesure vise à encourager les créateurs américains à réfléchir davantage à l'impact de l'industrie de la mode sur les animaux. À noter tout de même que cette interdiction ne concernera que les fourrures qui viennent d'animaux qui ont été tués spécifiquement pour leur pelage. Elle ne s'appliquera pas aux peaux, je cite, obtenues par des communautés autochtones dans le cadre de pratiques de chasse traditionnelles de subsistance. À titre de comparaison, la Fashion Week de Londres interdit déjà la vraie fourrure depuis 2023 et les peaux d'animaux exotiques comme celles de serpents ou de crocodiles depuis fin 2024. De son côté, la Fashion Week de Copenhague a banni la fourrure, les peaux exotiques ainsi que les plumes. Merci Léa pour ces actualités en bref et merci à vous d'avoir suivi ce format aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. D'ailleurs, merci, on est le 2e podcast de l'année sur Spotify. Ce format est également disponible en version newsletter, c'est totalement gratuit. Vous la recevez directement sur votre adresse mail. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.